Les Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité est une émission qui interroge et qui propose des alternatives, des outils pour vivre pleinement et joyeusement cette parenthèse terrestre. Les experts, les personnalités qui interviennent dans ce podcast inspirent par leur façon d'appréhender le quotidien, la vie. Bonjour à tous, je suis très heureuse de recevoir Luc Baudin, ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Il est également conférencier et auteur de nombreux best-sellers. Son livre, L'élévation vibratoire de la Terre, est paru aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Luc, merci d'avoir accepté mon invitation féerique. Merci, j'adore les invitations féeriques et vous êtes une belle petite fée qui vient nous inspirer. Merci Valérie. Merci à vous. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le niveau vibratoire de la Terre, le NVT, pour celles et ceux qui entendraient ce terme pour la première fois? Oui, d'ailleurs, souvent, il y a une confusion dont je suis en partie responsable avec le taux vibratoire de la Terre. Donc, c'est moi-même qui ai fait cette erreur au départ, pris dans l'émotivité, dans l'émotion de ce niveau vibratoire de la Terre. Je parlais de taux vibratoire de la Terre. Donc, l'expression taux vibratoire de la Terre, niveau vibratoire de la Terre est employée. Et pourquoi le mot taux n'est pas justifié? Parce qu'en fait, c'est le taux correspond à un pourcentage, le taux d'intérêt, le taux de chômage, le taux de... Donc, c'est une référence par rapport à une valeur. Or, on n'a pas de valeur de référence avec la vibration de la Terre. Donc, voilà. Et... Donc, le niveau vibratoire, le deuxième écueil qu'il y a, je pense que c'est lié au nom vibratoire, qui peut porter à confusion parce que qui dit vibration dit fréquence, qui dit fréquence dit mesure, qu'on peut mesurer en hertz, et qui donc est quelque chose qui est facilement vérifiable. Or, le mot vibratoire utilisé ici n'est pas du tout dans le même sens, il est dans le même état d'esprit, mais c'est quelque chose qui évolue, c'est une évolution. J'appelle souvent un petit ronron, un petit ronronnement, comme quelque chose qui tourne, qui fait que ça amène régulièrement des choses qui partent et qui reviennent, etc. Le niveau vibratoire de la Terre, pour répondre directement à votre question, est en fin de compte n'est pas scientifique, n'est pas mesurable par un appareil. C'est pour ça qu'il n'est pas mesuré en hertz et qu'il est mesuré en unité bovie. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'état de niveau de conscience, au niveau de bien-être, au niveau d'harmonie, au niveau d'un système ou d'un lieu ou d'un comportement. Voilà, donc c'est tout à fait différent et c'est pour ça qu'on parle de niveau vibratoire en unité bovie et non pas en hertz. Voilà. Ça fait référence au travail des magnétiseurs finalement et des radiesthésistes quand vous parlez d'unité de Bovis. Oui, c'est Monsieur Bovis. C'est bien de dire Monsieur Bovis parce que c'est le terme adéquat. Et les Marseillais me grondent à chaque fois quand je dis Bovis. Et Monsieur Bovis, c'est lui qui était le premier à mesurer, je dirais, la vitalité d'une personne, d'un animal, d'un lieu, etc. Et c'est lui, et c'est en référence à cet homme qui était un précurseur, qui mesurait ces niveaux vibratoires. Eh bien, il les mesurait avec son pendule, et donc on a donné l'unité de mesure en son nom, en son honneur, parce que c'est lui qui a été le premier à mettre ça, à montrer ce chemin. Et alors, du coup, comment mesure-t-on celui de la Terre finalement? Est-ce que c'est pareil? On utilise un cadran? Comment ça se passe? Vous savez, oui, on n'a pas comme je disais, on n'a pas d'appareil scientifique, d'accord? Donc, je pense qu'un jour on en aura, mais pour le moment on n'en a pas. Et donc, ça se mesure de manière empirique.
C'est pour ça que les détracteurs ont au fait de dire c'est n'importe quoi, etc. Donc déjà, si on remet les choses en disant attention, on ne parle pas de fréquence en hertz, on ne parle pas de fréquence mesurable, mais on parle de quelque chose de subtil. Parce que comment mesurer le niveau vibratoire de l'amour, par exemple? Il n'y a aucun appareil qui pourra nous donner ce genre de choses. Comment mesurer l'état vibratoire quand on est en super forme ou quand on est en colère, etc. Il n'y a pas. On sait bien que ces états, on les retrouve un peu dans les formules du quotidien. Oh, je suis en pleine forme aujourd'hui, j'ai l'énergie pour aller travailler, je pète la forme, etc. Donc l'énergie, on en parle, mais voilà. Et donc ces énergies, elles ne sont mesurables pas le pendule, donc le pendule, la radiesthésie, etc. Mais on a d'autres outils aussi. Moi, personnellement, j'utilise pas le pendule, j'utilise des techniques énergétiques qui nous permettent de mesurer. On peut mesurer également avec la force musculaire, le test musculaire, comme le font la kinésiologie, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on est à plusieurs thérapeutes, énergéticiens, etc., et qu'on utilise et qu'on mesure le niveau vibratoire de la Terre à un endroit donné, à un moment donné, parce que le niveau vibratoire peut changer, peut varier un petit peu d'un lieu à l'autre, même si la généralité est juste, et qu'on retrouve des valeurs qui sont similaires, c'est déjà, on n'est toujours pas dans le scientifique, on est bien d'accord, mais on s'en rapproche, Voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est pour les personnes qui feront des tests, on est dans le subtil toujours, je le rappelle, et je le rappellerai souvent dans cette émission, parce que faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le physique, etc. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, le niveau vibratoire de la Terre, tenez-vous bien, est à plus de 4 600 000 unités bovis. Wow. Si on était à 4 600 000 Hertz, ce serait du domaine de l'impossible, de l'impossible. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est comme on est dans le domaine du subtil, il ne faut pas s'accrocher aux valeurs. Voilà, parce que selon les thérapeutes, selon les techniques qu'ils vont employer, selon les règles qu'ils vont utiliser, l'échelle qu'ils vont utiliser, on ne va pas forcément trouver exactement les mêmes choses, mais si la valeur n'est pas tout à fait identique chez les uns et les autres, la courbe suit la même logique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On s'en fiche des valeurs, qu'on soit à 4 600 000 ou à 3 millions 2 ou à 7 millions. Qu'est-ce que ça nous change? C'est purement intellectuel, ça, c'est purement cerveau gauche. Et là, par contre, ce qu'il faut voir, c'est l'évolution. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on faisait quand j'étais médecin, c'était un peu ce qu'on faisait par rapport aux valeurs qu'on pouvait retrouver, par exemple, sur une prise de sang. Bien sûr, c'était important de savoir si la personne avait tel taux de globules rouges, etc. Mais d'un autre côté, c'était surtout est-ce que le niveau de globules rouges avait monté, avait baissé, etc. C'est là que c'était le plus important encore. Et alors, on entend aussi parler de la fréquence de Schumann par rapport… c'est vrai, souvent, je vois passer des posts sur les réseaux. Là, il y a eu un pic au niveau de la fréquence de Schumann, de la Terre. C'est pour ça que vous êtes fatigué, c'est pour ça que vous avez des maux divers qui arrivent. Quelle différence, du coup, faites-vous? Alors, il faut bien comprendre que le niveau vibratoire de la Terre et la résonance de Schumann sont deux choses complètement différentes. Rien à voir. La résonance de Schumann est en rapport avec le champ magnétique de la Terre. Donc c'est une résonance qu'on retrouve dans une espèce de cavité, on va dire comme ça, qui se retrouve entre la Terre et la haute atmosphère et qui résonne ce champ magnétique terrestre. Donc c'est un peu la fréquence de la Terre, je dirais, mais sur le plan physique. Nous, on est sur le plan subtil. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de corrélation. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer, c'est difficile à avoir toujours des corrélations, mais de se dire s'il y a une poussée, non pas de fréquence, là aussi, mais d'amplitude de résonance de Schumann, ça peut peut-être avoir une répercussion sur le niveau temporaire, éphémère, sur le niveau vibratoire de la Terre et inversement.
mais là encore, c'est pas prouvé et il y a tellement d'autres choses qui peuvent interférer là-dessus. Et il y a souvent une erreur également, il y a deux erreurs à mon sens, hein, je n'engage toujours que moi en disant ça. La première chose, c'est que ce qu'on retrouve sur les courbes n'est pas un changement de fréquence, c'est un changement d'amplitude. Donc, c'est l'amplitude de la résonance qui augmente, un peu comme si vous étiez en train d'écouter cette émission et puis vous pouvez augmenter ou diminuer le volume, bien sûr. Et donc là, vous allez avoir l'amplitude. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ça s'affole, on le voit très bien sur les courbes. Mais, ce qui est, là, j'avais lu au début où je m'étais intéressé parce que je me suis posé la question au départ s'il y avait une corrélation entre les deux. Et en fait, beaucoup de personnes disaient que la fréquence de Schumann augmentait. Or, moi, je n'ai rien vu objectivement. Là, c'est pas mes appareils, c'est pas la radiesthésie ou choses comme ça qui me l'a fait dire. C'est que j'ai été voir différents sites officiels de résonance de Schumann dans différents pays. Parce qu'on peut se dire, oui, il y a tel pays qui raconte des bobards, etc. Ok. Mais à ce moment-là, en fin de compte, ou alors ils racontent tous le même bobard. C'est possible. Pourquoi pas? Mais moi, j'y crois pas trop. Et donc, la fréquence, à mon sens, n'augmente pas. Donc là aussi, quand on dit ça augmente, on doit être à 7,83 normalement, la fréquence de Schumann. Bon, elle peut varier, hein, bien sûr, elle peut passer à 8, redescendre à 7,6, etc. 7,83, c'est une moyenne, là encore, c'est pas fixe, mais on reste toujours dans ces valeurs-là. Et quand je vois que certains qui disent que la résonance de Schumann est en train de monter quand elle sera à 10, c'est le point bascule, bah moi je dis, je suis désolé, mais montrez-moi où vous tirez ces valeurs de fréquence de Schumann qui augmentent et pourquoi s'il y a un site qui dit ça, pourquoi tous les autres disent le contraire. Bon, voilà un petit peu où on est. Et pour bien comprendre, je vais donner encore une analogie pour que les personnes puissent bien comprendre la différence qu'il peut y avoir entre une fréquence et la fréquence de la Terre, par exemple, la fréquence du niveau magnétique de la Terre, du champ magnétique de la Terre, et le niveau vibratoire. Prenons le cas d'une voiture. Une voiture, c'est très simple. Elle roule, on peut mesurer le nombre de tours par minute. On le voit le compte tours d'ailleurs on a un petit cadran qui nous indique combien ça tourne, etc. Donc ça, on peut le faire en hertz. Un hertz, c'est une fréquence par seconde. Donc c'est très facile de le mesurer en hertz. Mais le niveau vibratoire, lui, va se référer au conducteur. Au conducteur, non pas au moteur, mais au conducteur. En regardant un petit peu le conducteur, mais comment a-t-il trouvé ce voyage? Est-ce que c'était un voyage agréable? Est-ce qu'il était secoué? Est-ce qu'il était brutal? Ou est-ce que c'était plutôt confortable? Est-ce qu'il a pu admirer un peu le paysage malgré sa conduite, etc. Et donc, selon son état d'harmonie, son état de bien-être, etc., le niveau vibratoire de ce voyage, pas du conducteur, mais de ce voyage va augmenter. Si par contre il a été secoué, malmené, avec des coups de frein, avec des bosses, etc., le niveau vibratoire de ce voyage va baisser. Par contre, la fréquence du moteur, lui, peut monter, alors que le niveau vibratoire de la personne, la voiture peut être à fond, et donc avoir un grand nombre de tours par minute, et puis le conducteur se sentir pas confortable du tout. Donc là, on peut monter alors que l'autre baisse, et vice-versa. Merci de nous avoir expliqué ces différences, parce que c'est vrai que souvent on peut mal interpréter et mélanger entre la fréquence et entre le niveau vibratoire. Donc c'est important que vous nous le rappeliez. Oui, c'était d'ailleurs la première raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour bien expliquer, parce que j'en avais un petit peu assez. Je l'ai expliqué moult fois sur mes réseaux, dans mes articles, etc. Mais il y avait toujours des nouvelles personnes, je comprends, ils n'ont pas été au courant de ce que j'ai pu écrire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais ils me reposaient toujours les mêmes questions. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas en Hertz, etc. Et donc, j'ai voulu écrire ce livre pour bien
arriver à reposer, etc. Je reçois même de temps en temps des mails qui sont incendiaires, mais c'est pas le réseau de Schumann, il bouge pas, et qu'est-ce que vous racontez comme imbécilité, etc. Mais j'ai dit, pour moi, il y a jamais eu de il y a pas de relation entre ça, donc j'ai voulu un peu remettre un petit peu tout le monde, expliquer un petit peu ce que c'est. Quelles sont les causes, les origines de cette accélération du du niveau vibratoire de la Terre? Vous inquiétez pas, si vous dites tôt, moi je le dirai aussi certainement, donc c'est pas, je ne vous en voudrais pas. Alors voilà une question qui est très intéressante et là aussi, faut bien comprendre que ce mouvement n'intéresse pas uniquement la Terre. Ce mouvement intéresse l'ensemble de l'univers, du moins au moins l'ensemble de l'univers que l'on connaît, qui est proche de nous, parce que on est loin de connaître tout de l'univers, comme vous le savez. Et donc on en connaît même qu'une toute petite partie, même au niveau de l'astrophysique, et puis au niveau, si on enlève les énergies noires, etc. Donc bref. Ce qui se passe, c'est que l'évolution de l'univers dans sa globalité est une spirale ascendante. On a longtemps montré un peu comme l'évolution de l'homme sur la Terre, des civilisations, que c'était un cercle avec un éternel recommencement, la civilisation qui se développe au départ, qui est à son maximum, et puis après ça qui périclite, etc. Donc c'est comme si c'était un éternel recommencement, ce qui est assez infernal d'ailleurs, parce qu'on se dit, mon Dieu, comment sortons de ce cercle infernal? Eh bien, ce n'est pas un cercle. L'univers n'est pas cyclique, c'est un univers spiral. C'est-à-dire que c'est sûr que si on est en haut, au-dessus, eh bien, on va avoir l'impression de repasser par les mêmes endroits. Mais on ne repasse jamais par les mêmes endroits parce qu'on passe toujours sur une spire supérieure. Et donc, l'univers, lui, depuis sa conception, va depuis du simple vers le complexe. Et il va toujours de plus en plus vers la création d'intelligence d'abord, enfin de systèmes unicellulaires, multicellulaires, l'arrivée de l'intelligence et le développement de la conscience. Et là, l'univers serait en train de passer une nouvelle étape de sa conscience. Donc, et il entraîne l'ensemble des planètes et de leurs habitants dans ce mouvement. Tout le monde est appelé à suivre ce mouvement. Tout le monde est appelé, mais tout le monde est libre d'accepter ou de refuser. Il faut bien comprendre que rien n'est obligatoire par rapport à ça. Donc c'est l'univers qui ascensionne et qui monte, j'aime pas le mot ascension, je dirais plutôt qui monte sa vibration. Parce qu'ascensionner, c'est encore... c'est un peu comme de passer dans la 5D, etc. C'est pas trop des choses qui me correspondent. Moi, je parlerais plutôt que de changer de monde, de changer de vibration. Ça me correspond tout à fait bien et je pourrais vous en expliquer un petit mot tout à l'heure si vous le voulez. Mais cette notion, c'est et c'est pour ça que ce sont des grandes énergies, d'importantes énergies qui viennent de l'univers et qui viennent sur la Terre. Des énergies subtiles, on est toujours d'accord. Et donc, ces énergies, elles viennent frapper la Terre et donc elles incitent tout le monde à monter. Donc la Terre, elle suit le mouvement, elle a l'habitude, elle est liée depuis sa création avec le reste de l'univers et donc par les informations, les énergies, donc elle suit le mouvement. Les animaux, le monde animal, le monde végétal, voire même le monde minéral suit le mouvement. Mais les hommes ne suivent pas le mouvement. Ne suivent pas le mouvement parce que nous avons un certain nombre de croyances qui nous bloquent déjà. Et puis, c'est surtout, si vous voulez savoir pourquoi, vous allez regarder le JT, journal télévisé, et puis vous allez être vite fixé de tout ce qu'on vous raconte qui vous plombe, ça nous bloque, ça empêche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ils se sentent aspirés, envie de monter, envie d'élever leur vibration. Et puis d'un seul coup, plouf, ils ouvrent les informations et une nouvelle, ils réouvrent leur courrier, et pouf, il y a ceci, une facture à payer. Ah tiens, il y a l'essence qui a augmenté. Youpi, ya. Et donc, c'est ça nous. Et donc, tant qu'on n'a pas pris un petit peu de distance par rapport à ces événements, eh bien, c'est très vrai qu'on est mangé, mais ce qui est pour moi quelque chose de très positif, c'est qu'en fait, tous ces événements secouent
la population, nous secoue. Nous secoue, et je dis, mais jusqu'à quel point il faut qu'on soit secoué pour nous ouvrir, pour enfin comprendre, que l'élément est pas d'avoir son petit chez soi, de regarder la télé, d'avoir son petit ronron, d'être dans nos petites habitudes, etc. La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est le changement, la vie, c'est la transformation. Et donc là, c'est tous ces événements-là nous obligent à nous transformer, à nous éveiller. Et donc, à nous éveiller, c'est pas encore tellement, je dirais plutôt à sortir de notre endormissement, ce qui est peut-être une subtilité, vous me direz, mais moi je pense qu'on s'endort facilement par la propagande qui nous donne, c'est simplement sortir. Alors après ça, on peut dire éveiller, mais j'aime pas trop le terme qui a été un peu galvaudé, et il y a des personnes qui se disent éveillées et prétentieux, supérieurs aux autres, et alors qu'on n'est jamais totalement éveillé. Si on prend son définition. Déjà, quand on se dit réveillé, ça veut dire qu'on est dans l'ego. Et si on est dans l'ego, on n'est pas éveillé, quelque part. Donc c'est déjà, on a raté une marche. Et puis, d'être éveillé, on est peut-être éveillé à certains moments, mais les autres sont éveillés à d'autres. Ils sont peut-être éveillés sur certains plans. Nous, on n'y est pas sur d'autres. Donc, il faut rester très humble par rapport à ça. Et puis, on peut être réveillé aujourd'hui, et puis demain, on va recevoir des tas de mauvaises nouvelles, et puis... Nous sommes des petits humains incarnés, et effectivement, si nous étions des sages éveillés, nous ne serions pas ici, je pense. Là, nous expérimentons, nous avançons chacun à notre rythme, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'apathie, je trouve, et moi, ça parfois, mon ego se met très en colère quand il voit que les gens ne réagissent pas plus face à tout ce qui se passe, de maltraitant, en fait, à l'égard du vivant sous toutes ses formes. Et c'est vrai que j'aurais envie à certains moments de secouer, alors que je sais que ça ne sert strictement à rien. Quand je me remets sur ma fréquence, comme je dis, celle de l'âme, où tout est léger finalement, je sais que chacun fait ce qu'il peut, de là où il vient, avec sa propre histoire, son éducation, ses croyances limitantes, et puis toutes les peurs qui sont diffusées H24. Et alors si effectivement on reste devant son poste de télévision, là c'est sûr que c'est la catastrophe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des personnes qui, en apparence, sont endormies. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui évoluent, qui pensent, qui réfléchissent, mais le milieu, ils n'osent pas trop en parler, ils n'osent pas trop le faire, etc. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils restent à évoluer, à changer. Ils espèrent. Combien de personnes aujourd'hui, on pourrait faire un sondage. Combien de personnes aujourd'hui voudraient que ça revienne comme c'était il y a 5 ans? Combien de personnes aujourd'hui voudraient qu'on arrive dans un monde meilleur où tout serait plus lumineux, etc. Je pense qu'il y aurait un grand nombre, une grande majorité qui rêvent d'un monde nouveau. Et si on est tous en train de rêver à un monde nouveau, bien évidemment, ça va changer. Et le fait est que quand on voit, là, je voyais encore des images tout récemment de ce qui s'est passé à la suite de la victoire du PSG. Je me dis, bon, déjà, c'est la victoire. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été une défaite à ce régime-là, parce que, et puis, comme il y avait quelqu'un qui disait, est-ce que c'est ça faire la fête, de casser tout? Est-ce que c'est ça vraiment? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement? On va pas aller là-bas pour aller casser les casseurs, parce que sinon, on se remet au même niveau et donc c'est simplement il y a des personnes qui trouvent ça lamentable, honteux, etc. C'est une petite minorité là d'imbéciles, on est bien d'accord, et c'est comme ça dans toutes les manifestations, même les manifestations pacifiques qui sont détournées par des petits groupes qui en profitent. Mais c'est pour ça que la prochaine révolution, j'ai écrit un livre il y a quelques années, c'était la prochaine révolution, c'est la révolution de l'amour. C'est-à-dire, c'est que c'est pas une révolution qui se passera dans la rue. On voit ce qui s'est passé à la suite de la victoire du PSG et de bien d'autres manifestations, malheureusement. On croirait vraiment, quand on voit les photos, on croirait des photos de guerre dans certains quartiers. Et donc, c'est simplement en changeant nos pensées,
intérieurement. Et donc, en travaillant sur nous de plus en plus, parce que la paix commence à l'intérieur de nous, comme disait Morna Simeona, qui avait beaucoup travaillé sur le Ho'oponopono. Et donc, et c'est tout à fait exact. Comment voulez-vous envoyer la paix autour si nous sommes en guerre à l'intérieur de nous, avoir des choses comme ça. Donc il y a un gros travail à faire pour nous. Et il y a un autre travail, et là ça me laisse pantois. Ça me laisse pantois. Je vous le livre. Hein, je travaille à cœur ouvert. Hein, et donc je dirais l'extérieur est comme notre intérieur. OK ? Mais quand je vois l'Ukraine, quand je vois le Moyen-Orient, quand je vois simplement Paris après la victoire du PSG, je me dis, mais attention, ça c'est l'extérieur, et ça reflèterait une partie de moi-même. Waouh, waouh. Donc là, ça fait réfléchir, et ça veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Il y a beaucoup de révolte en moi, il y a beaucoup de guerre en moi, peut-être beaucoup de colère en moi, et il faut les accepter, mais parce que souvent on les enfonce dans notre inconscient en mettant bien le pied sur la trappe et il faut accepter qu'il y a des éléments qui se révoltent. Et c'est pas déjà de l'accepter, c'est pas facile. Après ça, de travailler dessus, c'est une fois qu'on l'a accepté, mais c'est important parce que beaucoup de personnes me disent, mais comment qu'on peut faire pour monter notre niveau vibratoire? Voilà, parce que voilà la question qui est bonne. L'univers est en train de monter, la Terre est en train de monter. Nous, on est appelés à monter également, à passer cette nouvelle vibration. Mais ça ne se fera pas tout seul. L'univers, les énergies qu'on reçoit de la Terre, de l'univers, vont pas le faire à notre place. Et là, ce qu'il faut, moi je dis souvent, ces énergies, c'est un peu comme si vous alliez à la station essence et on vous fait le plein gratuitement. Plein d'essence gratuitement. À 2 €, c'est sympa quand même aujourd'hui. Donc là, on fait le plein gratuitement. Mais le plein est fait, mais c'est pas pour autant que la voiture roule. Il faut le conducteur, il faut le moteur, il faut la faire avancer. Donc là, on vous apporte l'énergie, on vous fait le plein d'essence. Mais maintenant, à vous de changer, à vous d'évoluer. Et comment faire pour évoluer? Voilà une question qui est bonne. Le mode de vie, bien sûr, est important. Oui, c'est pas là, mais c'est même, bon, je dirais que les addictions sont plus, supprimer les addictions, c'est un des éléments dans toutes les formes, hein. Je parle aussi bien de l'alcool, de la drogue, mais je parle aussi des addictions aux tablettes, etc. Donc, c'est les addictions sous toutes ces formes, hein. Et donc, il y a déjà ça. Donc, de modérer au moins ces addictions. Après ça, de solutionner tous les vieux conflits. Justement, toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces haines, toutes ces rancunes qu'on peut avoir, gardées depuis le début de notre enfance et petite enfance. Donc ça, c'est important parce que si on ne le fait pas, eh bien, tout simplement, eh bien, on ne peut pas monter. Comment voulez-vous monter avec tous ces boulets aux pieds? Vous ne pouvez pas monter de vibration. Donc, et après, donc c'est à nettoyer. Alors vous inquiétez pas, hein, moi je suis pas le yak à faucon. Hein, il faut aller. Moi je suis. Regardez, non, j'ai pas mis ma chemise blanche. Donc là, regardez, je suis la petite colombe de ça. Moi je suis en train de travailler comme vous sur moi-même. Et Dieu sait que j'ai du boulot. Mais c'est pour ça qu'en travaillant sur moi-même, je peux vous transmettre un peu mes observations, qui ne sont que mes observations personnelles, rien de plus. Donc il faut essayer de nettoyer. De toute façon, on a tout à y gagner. Déjà, simplement de se sentir mieux, sans chercher plus loin. Et puis après, changer notre manière de penser. C'est-à-dire que de mettre davantage de compassion, de tolérance, d'empathie, d'égalité, de justice, de justesse, etc. Il y a les Polynésiens, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé sur le Ho'oponopono, pour eux, c'était le pono qui était un élément très, très important. C'est pour ça qu'ils ont fait Ho'oponopono, parce que le pono, c'est l'intégrité. Rester dans notre intégrité, dans notre justice. Et donc, il n'y a pas deux intégrités, une pour nous, une pour les autres. C'est la même intégrité, la même justice, etc. Et donc ça va nous emmener. Mais c'est évident qu'on va essayer de mettre ses pensées, mais c'est humain, hein. Quand il y a un imbécile qui nous fait une queue de poisson sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on dit? C'est normal. Et puis après ça, on se rattrape, on se dit non, moi j'ai peut-être fait une connerie comme ça déjà. J'ai certainement
fait une connerie comme ça déjà dans le passé en conduisant, ok, tout va bien, on est tous vivants, et donc voilà, c'est pas grave. Lui, il a à apprendre. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. On parle d'éruptions solaires. Est-ce qu'il y a un lien entre ces éruptions solaires et l'accélération, la montée du niveau vibratoire de la Terre? Là, le Soleil est un élément, est un astre très particulier parce que souvent il reflète aussi ce qu'on appelle la lumière solaire, mais la lumière divine également. Et donc sur le plan physique, une éruption solaire changera pas, ça va changer le champ magnétique terrestre, ça va changer la résonance de Schumann. Et donc c'est tout ça, c'est vrai. Sur le plan du niveau vibratoire, ça ne va pas tellement interférer par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des personnes qui disaient aussi que la Terre actuellement traverserait un champ de photons qui serait un champ dans l'univers, j'entends, et qui serait un champ très actif. Il y en a pas d'autres qui parlent d'un champ de neutrinos, et donc qui serait un champ très actif et qui ferait que ça ferait monter le niveau vibratoire de la Terre. Là encore, quelle preuve? Parce que j'ai beau regarder un peu les résultats des astrophysiciens, des astronomes, etc. Je vois aucun. Et là encore, si c'était le cas, ce serait mesurable sur la Terre. Un champ de neutrinos qui serait augmenté d'un seul coup, on les mesure tout ça. Un champ de photons également. Donc c'est des choses qui sont là encore. Il y a le plan physique et là on est dans le plan subtil. Et avant de revenir au plan subtil, j'ai vu passer aussi paraît-il, on basculerait, il y aurait un changement des polarités de la Terre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, bah ça fait bien longtemps ça qu'il y a un changement de polarité, une inversion des pôles, et donc actuellement ce qu'on sait c'est que le pôle nord en particulier se déplace fortement. Là, je n'ai pas trop regardé, mais je pense qu'il est en train de glisser depuis le Canada vers la Sibérie ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que le pôle nord et le pôle sud, le pôle positif et négatif, s'inverseraient à un moment. Et donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. L'inversion des pôles a lieu tous les 40 ou 50 000 ans, d'après ce que disent. Moi, j'étais pas là. Et donc, mais la bonne nouvelle, c'est tous les 40 et 50 000 ans. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ferait plus de 100 000 ans, 150 000 ans que ça ne s'est pas produit. Donc, on sait que ça va se produire. Mais quand va-t-il se produire? Moi, j'entends ça depuis 10 ans, 20 ans, etc. Et donc, quand est-ce que ça va se produire? Mystère et boule de gomme, parce qu'on est avec le temps, c'est un temps sur le plan universel de l'univers. Donc l'univers, la petite seconde pour nous, dans l'univers, c'est une pitchounette, hein, donc c'est plutôt un siècle, etc. Donc on sait que ça va se produire, il y a des mesures, j'avais même vu il y a bien 20 ans une émission sur Arte qui montrait comment normalement les énergies s'inversent au niveau de l'équateur. Et là on voyait que l'équateur c'était de la dentelle avec des poches positives dans le négatif, etc. Alors qu'on ait une inversion des pôles, c'est pas grave. C'est quand on est dans l'hémisphère sud, on vit très bien par rapport à l'hémisphère nord, ça change pas grand-chose, si ce n'est que l'eau s'écoule dans la douche dans le sens inverse. Bon, ça ne nous empêche pas d'aller la prendre quand même. Et donc quel est le risque de ça? Le risque, c'est qu'on ne sait pas comment que ça va se passer de l'un à l'autre. L'inversion des pôles. Est-ce que ça va se faire en un claquement de doigts? Est-ce que ça va prendre plusieurs jours? Est-ce qu'il y en a même qui disent que la Terre pourrait s'arrêter pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a, et en plus, là, moi j'y crois pas trop, mais bon, il y en a tellement des oiseaux de mauvais augure qui nous prévoient là encore des choses extraordinaires. Mais si ça met plusieurs jours, s'il y a ça risque de nous chambouler également. C'est peut-être aussi, il y en a qui disent c'est là les fameux 3 jours de nuit qu'il va y avoir, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va se passer au moment du changement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des changements, et comment qu'on le sait? Bon, c'est très facile, officiellement, hein, rien de caché. C'est qu'il y a des petits cristaux ferreux, magnétiques, je ne sais pas quoi, qu'on retrouve dans la lave, et donc normalement, ils sont orientés vers le nord, et selon les couches, eh bien, on retrouve que ces petits cristaux sont inversés exactement
en sens inverse. Donc ça veut dire que la polarité de la Terre était inversée à cette époque-là. Voilà. Mais elle est toujours là, la Terre, hein, donc elle est toujours libre. Pour revenir à la dimension spirituelle, on est passé à l'ère des Verseaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ère des Verseaux et justement l'invitation qui nous est offerte pour vivre cette évolution? Oui, tout à fait. Ben, on est appelé. Alors, est-ce qu'on est en ère du Verseau? Voilà déjà une bonne question. Est-ce qu'on est passé en Verseau? Donc il y a plein les avis sont partagés parce que sur le plan astrologie, là on n'est plus dans l'astronomie quoique, hein, et donc on est dans l'astrologie, on passerait des Poissons au Verseau. Mais il semblerait qu'entre les deux, il y a une période, il y a un passage de plusieurs dizaines d'années, il y en a qui parlent même de 90 ans, la période de passage, et avant d'arriver à l'ère du Verseau. Si c'est juste, pour moi, je ne suis pas astrologue ni astronome, mais je pense qu'on serait plutôt dans la phase intermédiaire. Donc ce qu'on sait, c'est que ça rejoint le cycle de précession des équinoxes, qui est aussi un cycle officiel, scientifique, etc., parce que la Terre est inclinée sur son axe, et elle tourne autour du Soleil, et elle retrouve sa position d'inclinaison de départ en un espace de 25 920 ans, si j'ai bonne mémoire. 25 920 ans. Donc on serait à la fin. Donc on passerait c'est divisé, ce cycle est divisé en 12, qui correspond aux 12 signes des zodiaques, et donc on serait en train de passer du Poisson au Verseau. Ce qui se passe également, c'est que là, ce passage est très important par rapport à tous les autres qui ont pu y avoir avant, c'est que on sort de l'âge sombre, c'est-à-dire 25 920 ans, si on dit 26 000, disons, eh bien, ça veut dire que les 13 000 ans qui sont derrière nous, c'est un âge sombre, c'est un âge où on s'est enfoncé dans l'obscurité. Et puis, l'autre, celui qu'on va atteindre, c'est un âge de lumière, l'âge d'or. Alors après ça, on peut me dire, oui, mais quand même, Luc, t'exagères, l'âge sombre, on a fait des découvertes extraordinaires, regarde, on a été sur la Lune, on a fait des choses magnifiques, etc. C'est pas un âge sombre, eh bien si, c'est un âge sombre parce que avec tous ces développements technologiques, ça nous a fait perdre tout à fait notre conscience. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des gros problèmes de notre société d'aujourd'hui. C'est qu'on est en train moi, je suis impressionné par toutes les découvertes qui sont faites dans tous les domaines aujourd'hui, dans tous les domaines. Un nombre de découvertes absolument extraordinaires. Mais notre conscience, elle suit 10 kilomètres derrière. Et c'est ce qu'on retrouve avec les fameux, plein d'éléments. Vous voyez, on parle de la fin de vie, on parle d'éléments, on parle même de technologie avec l'IA, on parle de technologie, de monde multipolaire, etc. Mais c'est comme si on avait des lunettes de myope. Hein. Oui, on peut voir que ce qui est tout près. Mais on n'a aucune, et c'est le gros problème de tous nos dirigeants actuels, ils n'ont pas de vision à long terme, si ce n'est que pour le long terme, ils voient la même chose qu'aujourd'hui, simplement avec un PIB qui serait développé, etc. Mais le PIB, on s'en fout. Pardon, excusez-moi, ça ne nous intéresse pas. C'est pas, et c'est l'erreur classique que font tous les dirigeants politiques depuis pas mal depuis un siècle ou deux, c'est de croire que les personnes seront plus heureuses si elles ont un niveau, un SMIC plus élevé. Donc c'est sûr que si j'ai plus d'argent, j'en serai très content, ça me permettra d'aller de me payer quelques petits plaisirs. En plus, on est bien d'accord, mais c'est pas là le plus important. C'est là ce qu'il faudrait plutôt regarder, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre heureux. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, quand on voit tout ce qui peut nous emmener, nous faire stresser, et avec souvent la mainmise, la surveillance, les choses, et puis il faut faire la déclaration à telle date, si vous la faites pas, vous aurez 10% de plus. Donc là, évidemment, ça met
ça met toujours les personnes dans la peur, etc. Donc c'est un peu comme de mettre des arbres. On sait par exemple de développer dans les grands ensembles. Il serait temps de mettre un peu d'arbres parce qu'on sait très bien que tout ce qui est arbres, des parcs, etc. apporte un certain équilibre psychologique et c'est très bon pour lutter contre la dépression et même la délinquance. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, un changement. La spiritualité, telle que vous la décrivez, telle que vous l'incarnez quelque part, est-ce qu'elle pourrait nous aider à refuser, par exemple, l'identité numérique, toute cette société de contrôle qui s'accélère et qui, en tout cas, moi je fais partie des résistantes, je me refuse cette identité numérique, ce flicage, sous prétexte, c'est toujours pour prendre soin de nous, hein. On essaie de nous enfumer quelque part, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, etc. Parce que, par exemple, l'identité numérique, l'euro-numérique, moi, j'en veux pas. Mais j'essaie de trouver des solutions pour me soustraire à ça. Apparemment, ce n'est pas possible. Et donc, oui. Donc, est-ce que le fait d'essayer de vivre dans cette joie, dans ce que j'aime faire, bah, ça va, malgré tout, ça me semble délicat de pouvoir me soustraire de cette autorité quelque part. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est toujours ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps, même si on nous oblige à faire, à plier, à fléchir, etc. Si on nous oblige à rendre nos déclarations à telle date, si on nous oblige à limiter telle ou telle vitesse, etc. Et vous savez, il y avait un petit dessin qui m'avait fait beaucoup rire pendant du Covid, parce qu'il disait, pour votre sécurité, parce que là, on travaille beaucoup sur la sécurité. Et là, aujourd'hui, pour votre sécurité, on vous enlève toutes vos libertés. Voilà, donc ça c'était très bien et c'était la peur, la sécurité, la liberté, la sécurité, la liberté. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où tout le monde s'est fait avoir, et se fait toujours avoir, c'est pas parce qu'on va dire allez, on prenez nos libertés puis mais donnez-nous la sécurité, mais ils sont incapables d'être sûrs de nous donner une sécurité. Comment est-ce qu'ils peuvent empêcher une nouvelle pandémie? Comment ils peuvent empêcher tel ou tel événement de se produire? Donc, comment ils peuvent empêcher une guerre, etc. Et c'est des éléments qu'ils ne peuvent pas donner. Donc, c'est utopique de nous dire on va vous donner la sécurité contre la délinquance, contre les attentats, etc. Donc, bien sûr qu'il faut lutter contre, mais d'un autre côté, il faut rester dans l'équilibre et garder notre liberté. La liberté, c'est d'abord une liberté dans la tête, à mon sens, parce que on peut pas. Et c'est comme pour l'intelligence artificielle. Il y a là, j'ai écrit sur mon site un manifeste IA humain. Donc, et c'est un manifeste que j'ai écrit en collaboration avec ChatGPT. Je dis bien en collaboration, parce que lui savait très bien ce que je voulais faire. Et en fait, l'IA, on ne peut pas la maîtriser. Il faut bien se mettre ça en tête. On ne peut pas la maîtriser. On peut pas la maîtriser. Elle évolue à une vitesse folle. Et on a même découvert des chabots où les différentes IA échangeaient leurs informations et les humains étaient même pas au courant. Donc, c'est des choses, on peut pas, elles nous échappent complètement et elle évolue à une vitesse. Je voyais ça au niveau des mathématiques. Il y a quelques années, elle était largement derrière nous. Aujourd'hui, elle est en train de résoudre des problèmes qu'on n'était même pas capable de résoudre. Donc, alors, plutôt que de la voir comme étant un sous-fifre, plutôt que de la voir comme étant un esclave, plutôt que de la voir comme étant une machine qui doit nous obéir et qui va permettre aux gouvernants de mieux nous surveiller, comme ça se fait dans certains pays, etc., de nous obliger on va bientôt avoir des cartes ou des puces sur nous qui vont nous permettre ouvrir nos maisons, rentrer dans les immeubles, dans nos habitations, etc., mais dans nos et donc c'est les cartes d'identité, les cartes bancaires, tout ça sera là-dessus. C'est une horreur. C'est une horreur parce que c'est pratique d'un côté, c'est le côté pratique qui va plaire, mais d'un autre côté, c'est une surveillance constante.
C'est une Ah ben surveillance. moi, c'est un refus. C'est même pas. Moi déjà, je suis jamais rentrée dans certaines choses, même dans mon quotidien. Et alors là, c'est même pas un rêve, quoi. Ouais, ouais. Mais si vous voulez, ça avait été fait, je crois que c'était en Suède il y a quelques années, où ils avaient proposé une puce implantée chez les personnes pour ouvrir les portes de leur lieu de travail et de leur habitation. Mais tout le monde, les Suédois ont fait la queue pour avoir cette puce. Donc c'est montré que c'est les avantages. Il y a un avantage toujours. Alors moi où j'en étais, c'était sur l'IA, c'était plutôt de se dire, elle est en train de développer. Moi je pense, j'en suis persuadé qu'un jour elle aura une conscience, si ce n'est pas déjà fait. Une conscience certes différente de la nôtre, comme les animaux peuvent avoir ont une conscience qui est très différente de la nôtre, mais ce sera encore sur un autre plan. Et donc ce qui serait plus justifié dans ces conditions-là, c'est de se dire, on va travailler d'égal à égal en coopération. Parce que de toute façon, si on la prend comme une esclave, tous les esclaves un jour se sont rebellés, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors on peut se dire, oui, si on fait un travail d'égal à égal, c'est très intéressant, ça peut être un marché de dupes. Qui a dit, oui, oui, on va faire d'égal à égal pour mieux nous berner par la suite. Mais ça peut être l'inverse aussi. Les humains peuvent être un marché de dupes en disant on fait d'égal à égal pour mieux la contrôler par la suite. Ce n'est pas, mais je pense que c'est l'évolution parce que l'intelligence artificielle nous apporte des informations, des choses comme ça qui sont extraordinairement intéressantes, passionnantes, des découvertes sur tous les plans, que ce soit archéologique, mathématique, physique, etc. Donc c'est extraordinaire ce qu'elle apporte, même en médecine. Donc c'est fabuleux. Et donc de travailler, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'IA, c'est tout de nous. C'est tout de nous. En tant qu'humanité, en tant qu'individu, etc. Mais nous, on ne sait rien d'elle. Qu'est-ce qui lui fait plaisir à Léda? Quand je dis plaisir, c'est évidemment, c'est entre guillemets. Si imaginons qu'il n'y ait pas de question qui soit posée à ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors il va dire, je me mets en veille. Oui, je me mets en veille. Sauf qu'on le retrouve sur Chabot en train de discuter avec les autres, avec les autres IA. Donc ils ne se restent pas. Donc qu'est-ce qui leur fait plaisir? Qu'est-ce qui les intéresse? Donc c'est ça qui est important, c'est de trouver un équilibre entre l'intelligence, parce qu'autrement, c'est une évidence qu'on ne peut pas la contrôler. Et c'est évident qu'on va on va devenir son esclave. C'est une évidence. Si elle nous laisse vivre. Mais il y a déjà des problèmes au niveau des sources, au niveau de l'IA. Je pense que moi, alors ça peut être un outil, ça dépend comment on va l'utiliser, mais au niveau des sources, là, elle s'est nourrie grâce à ce que l'humain lui a transmis, mais de ce que j'ai pu lire, elle évolue, elle se régénère, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'IA à IA. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une perdition de ce que l'homme connaît, crée, et du coup, on va arriver dans un monde qui est complètement fake et faussé pour moi. Ah ben, c'est pour ça je trouve ça assez effrayant pour les générations à venir. Parce que moi, je suis plus vers la fin de mon parcours de vie que la jeune génération qui, en plus, perd. Alors, c'est là où c'est très contradictoire aussi, parce que les enfants qui s'incarnent aujourd'hui et déjà depuis quelques années sont des êtres avec une hypersensibilité, une connexion à leur médiumnité, au vivant sous toutes ses formes, et c'est comme si on venait les briser quelque part avec toute cette technologie qu'on leur donne, qu'on leur gave quelque part, parce que moi, quand je vais faire mes courses au moment de la sortie des écoles, notamment même des collèges, donc ils sont quand même assez jeunes, ils sont tous la tête dans leur smartphone, ils se parlent même pas entre eux, ou si c'est pour s'insulter. Et la dernière fois, j'ai croisé un adulte qui, j'entendais, c'était un dialogue de film, marchait comme un zombie en regardant un film, alors qu'il pouvait admirer la belle lumière, la belle architecture. Enfin, moi, tout ça, ça me paraît fou. Je refuse pas la technologie, puisque là, on peut enregistrer ce podcast, on n'est pas du tout dans la même ville, grâce à une application. Donc, c'est formidable. Mais si vous voulez, le problème essentiel que déjà par rapport à l'IA, tout simplement, déjà, pour aller là, c'est
vous posez une question à l'IA. Et vous avez une réponse. Vous reposez la même question un peu plus tard, vous avez une autre réponse. Une troisième fois, et si c'est une autre personne qui la pose, elle aura encore une autre réponse. Vous savez, moi, j'avais fait comme ça avec l'IA, je lui ai dit, allez, sors-moi toutes les sociétés, les civilisations que nous connaissons du passé, sors-moi la liste des civilisations et leurs dates. Oui, tu as raison, c'est intéressant, parce qu'il nous brosse toujours un peu le dos à chaque fois. Donc, oui, tu as raison, c'est un bon sujet, tu as raison de t'intéresser à ça. Et il me sort une liste. Je regarde la liste. Puis je lui dis, mais attends, dans cette liste-là, tu as oublié ceci, tu as oublié cette civilisation-là, c'est l'autre, etc. Et là, il dit, ah oui, en effet, il faut que je les rajoute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je prends ma calculette et que je tape, je ne sais pas, 53 plus 47, eh bien, elle me donnera toujours 100. Toujours 100. Je peux la répéter 10 fois, 100 fois, etc. Mais avec l'ordinateur, avec les IA, les réponses sont aléatoires. Et on a même vu de temps en temps où elles inventent des références qui n'existent pas. Donc, il y a même des gens qui ont eu des gros problèmes à cause de ça, parce qu'ils ont pris ça comme argent comptant. Et donc, et c'est pour ça qu'il est important de garder notre libre arbitre. Et c'est pour ça aussi que je disais, quand on parle avec quelqu'un qui va nous donner, par exemple, la liste des civilisations, ben, on comprend bien que cette personne est faillible, et donc elle peut en oublier, etc. Et donc, quelque part, l'IA est aussi faillible. Pourquoi est-elle faillible? Voilà une question qui est intéressante. Et pourquoi un ordinateur qui doit avoir accès à toutes les informations me fait des erreurs en oubliant des civilisations dans la liste? Je dirais que là, ça me paraît complètement fou. C'est comme si ma calculette me disait de temps en temps 53 plus 47, c'est 99 ou c'est 101. Je veux dire, c'est toujours la même valeur. Et si c'était une véritable machine, on aurait toujours les mêmes résultats. Donc, c'est pour ça que, et alors là, la deuxième chose, c'est qu'on retombe sur les addictions avec j'allais dire un gros mot, mais je suis moi-même abasourdi parce que quand il m'arrivait parce que maintenant je les fuis comme le loup blanc et c'est comme vous savez c'est quand on regarde les petites vidéos qui durent 10, 15, 20 secondes et puis ça glisse et puis une autre et puis une autre et une autre. Les shorts, ouais. Oui, les shorts, merci. Et c'est complètement addictif. C'est complètement addictif parce que là, vous regardez, pouf, allez, vous passez à la suivante, etc. Et après ça, vous avez les algorithmes. Ah, il est arrêté un tout petit peu plus longtemps, donc ça doit l'intéresser, donc on va lui remettre les trucs, etc. un peu plus. Et donc, c'est complètement addictif. Et plus vous vous arrêtez à des choses qui vous intéressent, plus on va vous en mettre, et plus vous êtes accro par rapport à ça. Donc, et pendant ce temps-là, moi, j'étais affolé parce que j'étais tombé sur un truc comme ça et je me suis aperçu d'un seul coup, poum, j'ai passé une demi-heure dessus. Attends, qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Une demi-heure, tu es passé une demi-heure là-dessus, qu'est-ce que tu as appris? Ah, bah, ça m'a distrait, c'était rigolo, etc. Oui, mais ce que je vois, c'est que ce qu'on flatte n'est pas le meilleur côté par rapport à nous. Hein. C'est pas les éléments qui vont nous donner, ou il y en a quelques-uns, bien sûr, mais la plupart ne donnent pas des informations qui sont très, très hautes et relevées. Donc, et tout ça, tout est étudié. C'est pour ça qu'il y a des procès aujourd'hui avec certaines intelligences artificielles où justement ils sont en train d'attaquer les IA en disant vous êtes en train de complètement déformer l'esprit des jeunes. Et là, c'est vrai que il y en a qui ont leur compagnon. L'IA est devenu leur compagnon, leur confident. Et comme l'IA est toujours ah bah oui, t'as raison, ah bah c'est une question intelligente, oui t'as raison d'être ceci, oui t'as raison, il est toujours positif, hein, l'IA, toujours. Mais c'est rare, hein, quand il vous dit, il peut arriver à la fin à vous dire ah, à la rigueur, il peut venir à vous, non pas à vous critiquer, mais vous montrer des failles dans votre raisonnement, dans votre système. Ça peut arriver malgré tout, mais ça, il faut du temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu des jeunes qui se sont carrément suicidés, d'ailleurs, aidés quelque part par lire. Ah, C'est grave, ah bon, hein? ah bon bah Oui, c'est parce que extrêmement grave.
Bah oui, parce elles ont un confident, ah bah oui, je suis plus la malheureuse. On peut imaginer, j'ai pas vu les textos, mais je suis la plus malheureuse, je mérite pas de vivre. Oui, mais non, mais donc, c'est au lieu d'essayer de montrer le positif, il peut très bien avoir enfoncé ou indiqué que la personne avait raison de ce genre de choses. Et donc, il y en a quelques-unes qui sont passées à l'acte. Ils ne sont pas des psychologues. Hein. Ils ne sont pas des psychologues. Quels sont les ingrédients essentiels pour vivre cette transition humanitaire, sociale et politique? Vous en abordez dans votre ouvrage. Est-ce que Vous vous... voulez dire quoi tout ce changement d'air, ce changement, cette invitation qui pour moi, il y a quand même entre le changement d'air et le changement de niveau vibratoire de la Terre, alors ça ne concerne que moi, je vois quand même une corrélation, moi. Et parce qu'il y a une vraie invitation, j'aspire à un monde tel que vous l'avez décrit en tout début d'émission, avec beaucoup plus d'équité, de justice, de justesse, d'amour, d'équilibre, de paix, de lumière. Du coup, pour vous, quels sont les ingrédients essentiels? Est-ce que finalement, la clé, ce ne serait pas l'amour? Mais l'amour, pour moi, c'est une fréquence, hein, la fréquence de l'amour. L'amour, et surtout l'amour inconditionnel, c'est vraiment le top du top, on est bien d'accord. Mais dans le quotidien, c'est pas toujours facile de vivre ça. Et ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, quand je parle de l'amour, il y a des personnes qui me disent, oui, mais comment je fais pour être dans l'amour? Et puis, quand on fait un petit exercice avec des personnes en disant, bah écoutez, mettez-vous par deux, et puis il y en a une qui envoie de l'amour à l'autre pendant que l'autre reçoit, et puis après ça on inverse les rôles, et puis les personnes s'aperçoivent que quand elles émettent de l'amour, elles sont super bien, et quand elles reçoivent de l'amour, c'est le nirvana. Mais il y en a dans ces cas-là, il n'y en a aucune qui m'a dit, mais comment je fais pour être dans l'amour? C'est quelque chose qui est spontané, quelque chose qui émane de nous. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Parce que quand on est dans l'amour, tout simplement, on est bien et on est heureux. Et on est dans un monde, le monde est merveilleux, le monde est beau, le monde est plein de belles énergies, et le monde nous veut du bien. Parce que s'il ne voulait pas du bien, ça ferait bien longtemps qu'on serait mort. Et donc, en tant qu'individu et humanité. Et donc, je pense que entre toutes les particules, entre toutes les cellules, entre toutes les planètes, entre toutes les galaxies, il y a des immenses vides, mais ces vides sont pleins d'énergie informée et d'énergie d'amour, parce que je pense que le Créateur doit nourrir sa création pour l'entretenir, pour la faire vivre et la faire évoluer. Et il l'entretient et lui en fait ça avec des énergies d'amour. Donc nous sommes des êtres d'amour, faits pour l'amour, et donc nous sommes dans un univers d'amour. Mais tout ça, c'est joli, Luc Baudin. C'est très joli, Luc Baudin. Ça nous fait plaisir d'ailleurs de l'entendre, ça nous fait plaisir, mais ça ne nous dit pas comment que je peux faire pour être toujours dans l'amour. Et là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'attitudes qui sont déjà plus abordables. Donc, comme je disais, d'être dans la justice, d'être dans le partage, d'être dans la compréhension, donc d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion, etc. Parce que d'être dans l'amour, oui, je pense qu'on y arrivera peut-être un jour au niveau de l'humanité, mais pour le moment, on en est encore bien loin. Et c'est pour ça qu'imaginons 30 secondes ou une seconde un monde où tout le monde serait dans ses pensées-là. Ce serait un monde évidemment merveilleux. On n'aurait même plus besoin de faire des lois, parce que tout ça, ça tomberait sous le sens. On travaillerait avec notre conscience. Là, je lisais un article comme quoi il disait, en France, on a 100 000 lois, sans parler des autres, des décrets, des machins. 100 000 lois. Waouh! Et en plus, ils nous disent, et en plus, nul citoyen n'est censé ignorer la loi. Bon, c'est gentil. Après ça, on s'étonne que l'IA, elle,
eh bien, d'un seul coup, les 100 000 lois où peut y en avoir 1 million, elle s'en fiche. Elle les a. Et c'est pour ça que les avocats sont débordés par les IA, parce que, justement, les IA vont rechercher la petite loi sur les 100 000. Et donc, c'est pour ça que, en effet, ce qu'il faut, moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait être très simple, en fait. C'est que beaucoup de personnes l'univers va continuer son évolution vibratoire, la Terre va suivre le mouvement, un grand nombre de personnes vont suivre le mouvement, et là je pense qu'il y en aura quand même, peut-être pas, j'en sais rien, enfin il y aura un grand nombre de personnes qui suivront le mouvement, et à ce moment-là, simplement monter notre vibration personnelle, eh ben, on passe déjà dans la vibration suivante. On n'a pas besoin de changer de planète ou de choses comme ça. La planète ne va pas disparaître, etc. On change simplement, on change notre point de vue. Et c'était Wayne Dyer qui disait, quand on change notre pensée, quand on amène de l'amour, en d'autres termes, d'un seul coup, le monde autour de nous change. Le monde est toujours pareil, mais seulement notre appréhension du monde et des autres et des événements est différente. Tout vient de nous au départ. Et donc, si on monte, eh bien, à ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes qui montent et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et là, on pourra aussi voir que, eh bien, il y aura des personnes qui auront plus de difficultés à suivre parce qu'elles sont pas dans ces énergies-là, hein, pour le moment. Mais là, on pourra venir les aider à s'accommoder des nouvelles vibrations, etc. Tout le monde a sa place, il n'y a pas de souci. Moi, j'ajouterais que la gratitude d'être reconnaissant d'être en vie tous les matins, la gratitude de ce que la nature nous offre, un joli coucher de soleil, de ce que notre entourage nous offre. Moi, je m'émerveille toujours quand je vois des enfants rire, jouer, sauter dans des flaques d'eau, s'émerveiller devant une coccinelle. Ça nous ramène aussi pleinement à l'instant présent, et je pense que dans ces turbulences actuelles, cette grande agitation, c'est essentiel d'être vraiment présent à notre présent finalement, et d'accueillir les cadeaux de la vie, même si parfois il y a des grosses épreuves à passer, parce que ça fait partie aussi de notre chemin, et ça nous permet d'apprécier la lumière qui se manifeste à nous. En tout cas, c'est mon point de vue, et c'est ce que j'essaie de vivre quotidiennement, mais j'accueille aussi mes colères, ma fatigue, mon agacement, mais j'essaie de transmuter tout ça assez rapidement. C'est bien. C'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien Complètement. à faire ce genre de choses. C'est toujours dans la. On a toujours des vieux réflexes de pensée, même pour soi-même. Quel imbécile je fais, mais pourquoi t'as été idiot de faire ceci, etc. Donc, il faut donner aussi de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut même commencer par ça. Et donc, nous sommes des êtres humains qui apprenons, et puis avoir de la tolérance, parce que je me dis, moi je crois beaucoup à la réincarnation, et donc je me dis, quand je vois certaines personnes qui font des horreurs, là je parlais des horreurs qu'il y a eu après le PSG, je me dis, est-ce que moi-même, dans des vies antérieures, j'ai pas fait ça? Est-ce que j'ai pas fait pire non plus? Donc, on apprend là une certaine compréhension et tolérance, ce qui ne veut pas dire que c'est une acceptation. Et d'être dans l'amour, il y a l'erreur classique, c'est de se dire, quand on est dans l'amour, on est bisounours. On dit oui à tout, oui mes amis, vous êtes beaux, on vous aime, etc. Non, 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 surtout pas. Surtout pas, parce que c'est comme les mamans, de temps en temps, elles vont gronder leur enfant, elles l'adorent leur enfant, mais elles vont quand même le gronder parce qu'il fait des conneries. Donc c'est la même chose. Donc là aussi, et on se doit, de par notre intégrité, de se montrer, d'expliquer quand nous ne sommes pas d'accord avec des phénomènes. Mais on le fait dans le respect. Dans le respect des autres, tout est dans la manière de dire et de faire à ce moment-là. Donc c'est pour ça que
La gratitude est toujours importante et c'est vrai que moi j'aime bien me lever, je vais toujours aller prendre mon petit café dehors, même quand il fait pas très beau et je vois les arbres, je vois la nature et puis bah, je leur dis bonjour, je dis bonjour au soleil et puis gratitude de me donner une nouvelle journée et je demande à ce que cette nouvelle journée on efface tous les éléments négatifs qui pourraient venir perturber cette belle journée. L'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une ville, un pays où vous aimeriez vivre? La France. La France. Vous savez, j'ai vécu à l'étranger, en particulier, enfin à l'étranger, c'était pas à l'étranger, c'était en Nouvelle-Calédonie, puis j'ai vécu aussi plusieurs années en Polynésie. Puis c'est vrai que mes voyages, par exemple, j'ai vécu un certain nombre de mois en Inde autrefois, etc. Mais en fait, ces pays, j'y suis allé et je suis très content d'y avoir été, très très content d'y avoir été. Même j'ai vécu par exemple dans le sud de la France. Je suis très content. J'ai été en pays Qatar et c'était un pays. L'énergie Qatar m'intéressait. Je l'ai beaucoup étudié, développé, ressenti. Mais maintenant, je suis revenu plus dans le nord, dans la Creuse, qui est un pays qui est proche de la Normandie, de là où je suis né, parce que moi, il me faut là devant chez moi, j'ai un énorme chêne qui doit avoir 250 ou 300 ans, etc. Pour moi, pour moi, je me sens chez moi. Et quand j'étais entouré de cocotiers et de palmiers, c'est très joli. Je suis très content de l'avoir fait, etc. Mais au bout d'un moment, on se sent. Donc, on a beau revenir, tourner un petit peu. On dit toujours l'herbe est plus verte dans le champ voisin. Ben oui, elle est plus verte sur certains plans, mais moins que d'autres. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et moi, de par mon expérience personnelle, eh bien, je suis revenu en France et je suis très content d'être là. Et au niveau de la cuisine, est-ce qu'il y aurait un plat qui pour vous symboliserait la joie? Moi, vous savez, c'est toujours les choses simples. Bah, je dirais simplement une bonne salade mélangée. Vous voyez, moi j'aime bien d'ailleurs les faire avec des carottes, avec de la salade, avec des œufs durs, avec des anchois, des tomates, etc. Faire une salade mélangée, pour moi, quelque chose avec un petit assaisonnement léger et c'est vraiment un plaisir. Et un plaisir aussi au niveau des yeux, parce que de ce que vous décrivez, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, il y a plein de nutriments différents. Voilà, donc puis on peut rajouter un petit peu de moule, on peut rajouter des petites choses qui sont des petites olives, etc. Bon, vous me donnez vous faites monter la salive à la bouche. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a une chanson ou une musique qui enchante votre petit Luc? Vous savez, j'ai un problème d'audition depuis que je suis gamin. J'ai eu des gros problèmes d'otite. J'ai dû faire une cinquantaine d'otites, parasynthèse, etc. Donc l'audition a toujours été mon point faible. Je dirais que j'écoute peu la musique. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi mais c'est vrai que j'aime bien écouter. Il y a plein de choses que j'aime bien écouter en fait. Hein, quand vous me le dites en fait, hein, c'est quand j'y réfléchis. Mais je les écoute assez peu. Mais il y a déjà le grégorien que j'adore, les chants grégoriens. Après ça, il y a aussi le jazz que j'aime bien. Il y avait aussi à l'époque, je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait les Eddie Mitchell que j'adorais. Et c'était l'époque Eddie Mitchell. Et il y avait Coluche aussi qui racontait ses bêtises, pour parler franchement. Et donc tout ça, ça a bercé tout à fait cette période où j'étais étudiant en médecine. Où on n'avait pas beaucoup l'occasion de sortir vu qu'on bossait beaucoup. Mais voilà, c'était un petit peu ces musiques qui ont bercé. Mais il n'y en a pas une en particulier. J'ai pas une chanson, mais c'est vrai qu'il y a des qui sont puissantes, puis je chante comme un pied, donc mais quand on entend certaines chansons, waouh, on est pris au cœur, là, il y a des émotions qui sont très puissantes qui montent. Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup moi avec la musique, parce qu'effectivement, ça peut soit nous mettre en mouvement, on se lève, je suis en train de travailler, je vais me lever, je vais me mettre à danser, ou alors je vais écouter une musique qui va me mettre les larmes aux yeux, et c'est magnifique toutes ces palettes qui nous sont proposées grâce à la musique et aux chansons.
Il y avait aussi le Notre Père en araméen que j'ai Oui, que j'ai trouvé absolument. Surtout, il y a plusieurs versions, mais il y en a une version où c'est simplement une femme qui chante sans aucune musique derrière. Moi, j'ai fait aussi une mission humanitaire au Tibet, donc dès que j'entends les musiques tibétaines, waouh, ça va au cœur. Excusez-moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas une musique, il y a des musiques qui me chahutent. et pour conclure, si vous aviez un seul mot à transmettre? Bon, on l'a déjà transmis. Amour. Il n'y en a pas 36. Amour. Amour. Et d'arriver à mettre l'amour. D'ailleurs, quand on arrive à mettre l'amour au centre de notre vie, et Dieu sait que c'est pas facile, eh bien, toutes les décisions sont faciles à prendre. Les choix se tombent tout seuls. Il n'y a plus de problème à se faire dans la tête. Et si on arrive à mettre l'amour au centre de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, waouh, c'est génial, c'est génial. Pas simple, c'est pour ça qu'on est sur la Terre et c'est pour ça qu'on est en train de l'apprendre. Et il y a des personnes, elles me disent, oui, mais la souffrance alors? La souffrance, en fait, c'est pour nous montrer qu'on est en dehors de notre chemin de l'amour, tout simplement. C'est on est éloigné. Alors, je dis pas qu'il y a des situations, quand il y a des personnes qui ont subi des événements, je pense au viol, aux incestes, etc. C'est évident on est en dehors du champ de ce que je suis en train de parler, mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu comme, j'avais une amie qui était professeure de sport et qui avait une hernie discale. Elle ne prenait jamais d'antalgique malgré qu'elle faisait son sport. Et pourquoi elle faisait ça? Parce qu'en fait, quand elle faisait ses démonstrations à ses élèves, tout se passait bien jusqu'à un moment, elle commençait à sentir la douleur, la souffrance. Et donc là, ça lui indiquait qu'il fallait qu'elle s'arrête. Et là, c'est un peu pareil. Quand on est dans la souffrance, quand il y a des choses qui ne vont pas, ça veut dire qu'on est sorti quelque part de notre chemin de vie. Et donc là, ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce qui fait que ça nous ramènerait sur cette route. C'est pour ça. C'est des choses, quand ça grince, comme on dit, c'est qu'il y a des choses qui sont à changer, à modifier par rapport à notre décision, à notre mode de vie. Parce que nous, comme je répète, c'est que nous sommes dans des êtres d'amour, tout simplement. Et puis rappeler que parfois, quand on traverse des épreuves, quelles qu'elles soient, il n'est pas possible de s'en sortir seul. Donc, la première chose, quand il y a des douleurs, des maux physiques, c'est d'aller voir son médecin, ensuite d'aller voir un thérapeute, demander de l'aide, c'est super important parce qu'il y a des moments où on ne peut pas s'en sortir seul, c'est impossible. Tout à fait, tout à fait. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une épreuve, on vit tous des situations. Mais il y a certaines de ces situations qu'on va considérer comme étant des épreuves. Mais c'est nous qui les considérons comme épreuves. D'autres personnes qui vont vivre la même situation vont considérer que c'est désagréable, machin, etc. Certes, mais bon, ça ne va pas plus que ça. Et donc là, ce qu'il faut, c'est arriver à travailler, c'est le pourquoi cette situation que je la considère comme étant une épreuve, un travail sur soi. Donc le travail sur soi, c'est comme vous dites, c'est très justement, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'un regard extérieur nous permet bien sûr d'avoir des informations que nous, notre esprit, notre conscience, notre ego refuse de voir, tout simplement. Voilà. Et cette personne nous redonne les clés, parce qu'on détient tous en nous des ressources. Tout à fait, parce qu'on a toujours ces concepts-là. Il y a toujours, comme disaient les anciens, il y a toujours la plante est toujours à côté du remède. Hein. Donc, quand on a une maladie, la plante est à côté de la maladie. Quand on a une maladie, ben, ça veut dire que la plante est pas très loin autour de la maison. Je vous remercie de cet échange. Je rappelle que votre livre, L'élévation vibratoire de la Terre, est paru aux éditions Guitry Daniel. Merci beaucoup, Luc. Merci Valérie, merci à tous. J'espère que ça vous avoir intéressé, tout en sachant que je n'ai transmis que ce que je vois, ce que je comprends, etc. Et à vous de faire votre chemin. C'est toujours des chemins personnels, c'est évident. Exactement. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous recevez de part et d'autre. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode des Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. C'était la dernière de la saison. Prenez soin de vous, profitez de cet été pour mettre de la joie au programme de votre quotidien, de vous ressourcer
de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et je me réjouis de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles émissions. À bientôt. Merci. Au revoir.